Bonjour l'élite. Comment vous allez après ces 2 ans sans vidéo? J'espère que vous êtes au top, hein. Moi ça se passe très bien. Pour rien vous cacher, j'ai amené à l'aéroport ma femme et ma fille ce matin pour le Cambodge. Elles y partent 3 mois. Moi je les rejoindrai sur le mois d'août. Donc j'ai du temps pour tourner ces vidéos et écoutez, je m'en saisis et je reviens vers vous avec plaisir. J'espère que tout va bien chez vous. En général, vous me suivez, vous avez à peu près mon âge, entre 25 et 30 ans. Après une pause de 2 ans, on va même dire que ça fait 4 ans au final que je fais peu de vidéos. À cet âge, il y a beaucoup de grands changements, hein, de grandes étapes. L'appartement, l'enfant, pour ceux qui en ont la chance. Donc moi, ça a été mon cas. Écoutez, j'espère que ces évolutions se passent selon vos souhaits. Moi, c'est super cool et j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Désolé si parfois je bafouille ou je, je cherche mes mots, je suis plus trop habitué à cet exercice. Heureusement, j'ai fait des copies de pages d'écran pour pas perdre le fil, donc on espère que ça portera ses fruits. Vous avez deviné le sujet de cette vidéo, hein, tout est dans le titre et puis j'ai un peu communiqué dessus, notamment sur YouTube, je crois, ou pas, peut-être que vous découvrez la chose. Écoutez, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis papa depuis novembre 2024 d'une merveilleuse petite fille. Et cette vidéo, ça va être l'occasion avec vous de partager pas mal d'éléments que j'ai pu entendre à droite à gauche et qu'il est bon de synthétiser, ou plutôt de. Parce que je suis pas sûr que ça va être une synthèse, hein, mais disons d'agglomérer dans une vidéo. À la fois des éléments un peu triviaux et puis des vrais conseils qui peuvent un peu vous aider dans la vie si vous prévoyez d'accueillir un enfant. Bon, ça peut aussi être sympa de savoir ça, même si c'est pas prévu. Peut-être que je vais vous convaincre. Bon, je pense pas. S'il y a des gens qui voulaient pas d'enfants, oui, parce que moi je suis plutôt nataliste, on va dire, hein, donc je trouve que c'est formidable. Je trouve que nous sommes dans une ère de l'humanité. Bon, effectivement, si ça faisait une courbe au niveau des conditions matérielles, de la joie des gens, etc., on est tout en haut et on est même en déclin depuis quelques décennies peut-être, ou peut-être quelques années pour sûr. Mais on reste supérieur en termes de confort de vie et en termes d'espérance pour la suite. On reste supérieur à 99,5% de l'humanité, les futures générations aussi. Bon, modulo quelques guerres nucléaires, tout ça, mais on a quand même des avancées extraordinaires qui font que. Bon, je reviendrai plus tard, là je commence à m'avancer un peu, mais bref, je suis plutôt nataliste et j'imagine que la plupart des gens qui me suivent aussi, bon, on aura l'occasion d'en parler en commentaire. Donc une vidéo sur la grossesse, la naissance, l'éducation et le partage de la vie avec un enfant durant les, on va dire, 18 à 24 premiers mois. Allez, on va arrondir à 2 ans. Moi, ma fille n'a pas encore 2 ans, mais je me suis quand même un peu renseigné. Pour ceux qui savent, 2 ans, c'est une étape où il y a pas mal de choses qui changent, donc il faut s'y préparer un peu en avance. Donc c'est une vidéo qui va être en 8 ou 9 parties et qui va être l'occasion de découper à la fois quelques étapes de la vie du bébé et puis quelques grands principes généraux autour, autour de cet enfant. Je vous décris les étapes, les chapitres. Même si il y a peu de chances que ce soit utile, parce que je ne sais pas s'il y avait déjà des gens qui ont utilisé le chapitrage sur ces vidéos. En général, vous allez les écouter pendant que vous faites la vaisselle, la lessive, ou que vous allez au taf, etc. Donc, vous n'avez pas l'occasion de. À la limite, vous allez appuyer 10 ou 20, 30 secondes si je dis des conneries, mais vous n'allez pas cliquer sur les chapitres. C'est pas grave. J'ai envie de structurer. Peut-être que ça va m'aider à structurer mon propos. Donc, voilà, je vous le dis. On va démarrer par les avantages de quoi? D'avoir un bébé ou des bébés, des enfants en général, à la fois pour soi, à la fois pour, on va dire, la société. Bon, vous me direz ce que vous en penserez. Ensuite, on passe aux inconvénients. Hein, en général, c'est pas ce qui va venir en tête des parents en premier, quoique ça peut arriver, mais c'est ce qui va beaucoup venir en tête à ceux qui veulent pas d'enfants ou à ceux qui n'en ont pas, qui sont un peu dans l'expectative. On va pouvoir redescendre ces éléments, voir s'il y en a qui sont à tempérer, puis voilà, moi je vous fais un retour d'expérience qui vaut ce qui vaut, hein, parce que j'ai des conditions de vie assez faciles, même si bon, il y a toujours des gens qui sont encore plus aidés. Je passe, donc ça c'est la deuxième partie, les inconvénients. Troisième partie, on va démarrer le cycle de vie du bébé. Donc, enfin,
ou du fœtus, puisqu'on va parler de la grossesse. Alors je sais plus à partir de quel mois on parle plus de fœtus et on parle de bébé. Voilà, une petite partie sur la grossesse, effectivement, qui est à prendre en compte. Il y a des choses à préparer, il y a des choses auxquelles s'attendre, et puis même c'est marrant d'en parler. Ensuite, après la grossesse, on aura la naissance et les premiers mois. Et oui, grand bouleversement. Je reviendrai sur ça. Ensuite, la période entre 3 et 6 mois. La période entre 6 et 12 mois. Et la période après 12 mois. Bon, c'est comment dire, des étapes connues pour ceux qui ont eu des enfants, hein, parce qu'il y a vraiment des grandes avancées cognitives, physiologiques au cours de ces mois-là. N'interagit pas et on structure pas sa journée autour d'un bébé de la même manière, bien sûr, qu'il est 2 mois et 18. Donc bon, c'est de l'évidence, mais bon, voilà. Je sais pas pourquoi je me justifie. Allez. Et enfin, la dernière partie, ce seront des conseils d'éducation diverses. Vous prendrez ce qu'il y a à prendre. À la fois des choses que j'ai pu glaner à droite à gauche en suivant des pages ou des interviews de professionnels, ou pas forcément de professionnels, mais des gens qui ont l'air d'avoir du bon sens et de la maîtrise de cet aspect. Bon, j'ai pas mal écouté de psychiatres, un peu moins des psychologues, mais voilà, tous ces ensembles-là, bon, j'ai que 8 conseils au final. Et en plus, la moitié viennent même pas de la théorie, mais du terrain, on va dire, de ce que je fais, de, de ce que je vois au quotidien. Donc, vous n'hésiterez pas à m'en faire un retour. Voilà, bon, c'est un plaisir. Avant ça, si vous avez une question, non pas sur moi, sur la chaîne, etc., mais sur les bébés, les enfants, la grossesse, etc., n'hésitez pas à peut-être prendre quelques secondes pour l'écrire, pas encore la poster, mais peut-être l'écrire. Voyez si j'y réponds dans le cadre de cette vidéo, et sinon, postez-la. Voilà. Ou alors, s'il y a une question qui vous vient pendant cette vidéo, s'il y a un sujet sur lequel je commence à parler, puis pour moi c'est très clair et j'ai l'impression d'en avoir déjà parlé à plein de monde, et puis en fait je vous donne pas assez d'éléments, n'hésitez pas à me le signifier. Je pense que s'il y a suffisamment de questions, je pourrais faire une petite FAQ dédiée à ça. Pourquoi pas sur quelques éléments personnels, si ça vous intéresse, même si c'est pas directement transférable, mais ça peut l'être. Et puis voilà, sinon des éléments d'ordre généraux. Allez, on commence par la partie 1, les avantages qu'apporte un bébé à soi et au monde. Et j'en ai pris 6 ou 7, hein, des bienfaits, je ne sais pas si avantage c'est le bon terme. Et le premier que j'aimerais mettre en avant, c'est la joie, l'énergie joyeuse qu'ils apportent au monde et à ta journée. Ce qui va sembler évident dans un premier temps, c'est ces moments où on va dire que tu es dans une émotion plutôt neutre ou plutôt négative. Par exemple, si tu es en télétravail, tu as une réunion avec un client ou ton manager qui est pénible, etc. Voilà, tu tombes tu tombes dans les négatives, tu sors de ta pièce, et là, tu as ta petite fille qui est en train de jouer, qui te voit, qui fait «Papa!» avec les yeux grands ouverts et un grand sourire parce qu'elle t'a pas vu depuis 5 minutes, donc tout est réinitialisé, c'est extraordinaire. Et donc déjà, bon, boost incroyable. Euh, que tu pourrais avoir, même sans avoir d'enfant, mais de manière très édulcorée, avec un chien, avec un furet, voilà, pour ceux qui ont des animaux de compagnie, surtout quand ils sont chiots, enfin voilà, bébé, t'as cette émotion, cette transmission d'énergie qui se rapproche d'un bébé, mais bon, on va pas déconner, à part si vous êtes zoophile, c'est pas la même chose. Et encore, pourquoi je mets ça? Bon, bref, mais vous, bon, il y a une distinction entre enfants et animaux dans les émotions que ça véhicule. C'est vrai que parfois, t'es au cinéma, tu regardes un chien mourir, ça va plus te faire pleurer que même un enfant ou autre mourir. Bon, à tempérer dans la vie quotidienne, mais vous voyez ce que je veux dire. Cette énergie, quand tu es loin, tu l'appelles au téléphone, pareil, si elle t'a pas vu depuis X temps, elle est super contente. Bon, ça te recharge. Pareil, quand tu reviens du travail, canicule, il fait chaud, les gens s'engueulent. Tac, t'arrives, et là t'as ton bébé tout suant qui se met devant le ventilateur.
Elle vient se coller contre toi, pareil, la nuit, elle dort dans notre lit, donc j'étais là, il fait 29, tu peux pas aérer parce que t'es au rez-de-chaussée, t'as le ventilo qui tourne, tu te réveilles, tu vois que ta fille a une énorme flaque de sueur parce qu'elle dort sur ton ventre. Enfin bon, c'est génial. Donc ça, c'était la première joie, on va dire, celle qu'elle t'amène dans la vie quotidienne. Et puis, il y a cette autre joie plus diffuse. Euh, je vais prendre un exemple, sont les fêtes de Noël ou les parcs d'attractions pour enfants. Vous voyez, pourquoi est-ce que Noël, on en a des souvenirs aussi incroyables, aussi chauds et pourquoi est-ce que c'était aussi bien quand on était petit? Parce qu'il y avait cette énergie partagée, cette candeur, on pouvait croire qu'il y avait le Père Noël, on était hyper dans l'attente des cadeaux, et toute cette énergie qu'on avait enfant, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas adulte et qu'on communiquait aux adultes. Et donc, ils en bénéficiaient. Tu vois, ils avaient envie de faire plus d'efforts, de se déguiser en Père Noël, de faire des bêtises, de structurer quelque chose, d'organiser quelque chose pour faire plaisir aux enfants, et ça leur faisait plaisir. C'était un retour, c'était voilà, une addition qui créait une troisième chose qui n'aurait pas existé sans ça. Parce que, je ne sais pas si vous me suivez, mais si tu es qu'entre adultes, que tu vas faire une sortie à Disneyland, mettons, ou que tu organises ton Noël, ta raclette, etc., tu vas avoir beau mettre tous les artifices que tu peux pour avoir cette espèce d'énergie qui tend un peu vers la nostalgie, t'auras pas ça. T'auras un ersatz et t'auras peut-être un arrière-goût, peut-être pas un arrière-goût, mais en tout cas, t'auras pas ce goût spécifique de l'enfance que tu n'as qu'avec les enfants. Ne détournez pas cette phrase. Et, donc, est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ce sont que les enfants, les, les activités avec des enfants et la vie qui se rythme autour des enfants amène son lot de joie qui n'arrive pas par ailleurs. Et en plus, ça donne envie de perpétrer ces traditions, ces belles choses aux générations futures. Vu que nous, on a vécu ça quand on était enfant, on va remettre en place ces dynamiques et régénérer ce petit bonheur avec nos enfants qui régénèrent ça à l'infini, bon, tant qu'on en a. Donc c'est une énergie durable. Donc j'en ici. Bref, vous m'avez suivi. Je ne vais pas m'étendre trop sur ce premier avantage qui est la joie à ces deux niveaux. Mais il y a aussi une autre chose que je mets dans cette partie, ce sont l'intimité, les moments intimes. Bon, avec peut-être vos meilleurs amis, votre mère, vos parents, votre femme, vous allez avoir des moments intimes, c'est-à-dire on va être très proche, on va pouvoir communiquer sur des choses personnelles ou en tout cas à un niveau où on, euh, bon, je pense que vous saisissez l'idée, une espèce de cocon très, très agréable. Avec un bébé, tu as ça, parce que quand tu joues, quand tu lui parles, il a parfois son attention toute focalisée sur toi, il essaye de comprendre ce que tu dis, il va te mimer, vraiment faire un maximum d'efforts, et t'as beau pas avoir des discussions profondes avec lui, t'as un moment de profonde connexion où vous êtes normalement, si t'as pas tenté de prendre ton portable, etc., connecté très fort, vous êtes connecté très fort. Et ça fait partie de ce package, hein, de ce paquet pardon, de la joie globale. C'est une émotion assez particulière qu'on retrouve pas trop, qu'on peut retrouver, hein, mais moins avec d'autres personnes que les enfants. Donc voilà, c'était ce premier avantage. Le deuxième avantage, ce serait la trace qu'on va laisser dans le monde. Alors ça, c'est peut-être pas quelque chose qui va parler à tout le monde, hein. C'est pas quelque chose de palpable comme, on va dire, la douleur, même si c'est pas vraiment palpable, mais vous voyez, c'est pas une réalité physique. On va dire que si on philosophe et qu'on pense un peu à cet aspect-là de la vie, que ça a une importance pour nous, moi j'y pense assez souvent. Il y a une phrase d'un écrivain qui va pas faire d'enfant ou autre, c'est un truc du genre: j'ai 32 ans et je me rends compte que comme je n'aurai pas d'enfant, je mets fin à une lignée qui existe depuis le début de l'humanité. Voilà, qui existe depuis le début de l'humanité. C'est une phrase très belle, qui très, très, très profonde, je pense. Et moi, c'est vrai que quand j'écoute ça, ça te fait directement penser à tout le chemin qu'a parcouru la vie durant ces 4 milliards d'années pour en arriver à notre espèce et pour en arriver à toi, précisément. Hein, je ne vous fais pas tout depuis voilà, les premières bactéries, etc. Mais il y a deux époques. Ce sont les dinosaures. Punaise.
à l'époque où il y avait ces grands animaux, je sais même pas si c'est des animaux qui tuaient tout, etc. Nous, on était des belettes, enfin plus ou moins, hein, ou des musaraignes, je sais plus, enfin une espèce d'animal comme ça, qui avait une vie misérable, qui s'est terré, quand l'astéroïde est tombé, il bouffait des racines, etc. Mais ce truc-là a survécu, a donné vie à toute une branche de mammifères, desquels sont émergés les grands singes, et parmi ces grands singes, il y en a qui sont partis d'Afrique, qui sont adaptés au froid. Mais imaginez la vie de nos ancêtres préhistoriques, putain. Moi j'ai lu, là, ils sont là, les livres de Howell, ça s'appelle comment les enfants de la Terre. Voilà, bon, c'est super, ce sont des romans faciles à lire sur les hommes préhistoriques. Et c'est la rencontre entre Néandertal, si je dis pas de précis, ça fait 2 ans que j'ai lu, donc je m'en souviens plus trop, entre Néandertal et Homo sapiens. Donc je vais faire une courte digression, très courte. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée à ce livre. Les Néandertals qui étaient plus forts physiquement, qui avaient une mémoire de ouf, un gros cerveau, qui chopaient qui avaient un instinct de malade mental aussi, donc qui étaient dans un sens beaucoup plus fort et beaucoup plus efficace que les Homo sapiens, mais les Homo sapiens qui étaient plus faibles avaient eux cette capacité à raisonner, à calculer, etc. Et donc, bah, bien sûr, ils avaient beau être beaucoup moins efficaces sur plein d'aspects, ils sont plus s'adapter et puis à la fin on a 80, enfin, on a une très grosse pourcentage d'Homo sapiens maintenant. Bref, c'est 6 livres un peu sur le sujet avec une fille homo sapiens qui a un enfant, etc. Enfin, c'est incroyable. Bref, imaginez que nos ancêtres ont survécu à l'époque des petits dragons de sabre, de l'âge de glace. De l'âge de glace, les mecs vivaient à 30 dans des cavernes. Enfin bon, je sais pas s'ils vivaient dans les cavernes servaient de lieu de culte, mais bon, ils vivaient dans des conditions pas faciles. Ils avaient même pas de plaisir quand ils baisaient, parce qu'ils faisaient quoi, -15. Vous voyez le truc. Ces gars-là quand même sont allés de l'avant, ont perpétué l'espèce, ont développé des compétences, ont apprivoisé le feu a permis de cuire de la viande, ça a permis enfin bref, l'explosion cognitive, etc. Toute cette humanité-là qui a migré, qui a développé des gènes spécifiques pour arriver à cette société technologique aujourd'hui, vos parents, leurs parents, etc., ont pris euh, leur responsabilité en perpétuant ces gènes. Et aujourd'hui, ça finit ou ça continue avec vous. Et si vous dites ça finit avec moi, eh ben bon, je vais pas vous dire bravo, mais moi j'aurais quand même une espèce de vertige. Alors que si vous êtes comme moi, que ça a une petite importance, de perpétuer cette espèce de créer une nouvelle rame qui part de vous. Et donc il y a cet aspect-là, on va dire, génétique. Vous créez quelque chose qui continue. Et il y a cet aspect, comment dire, plutôt éducationnel, scolaire. C'est pas vraiment le terme, mais vous voyez, où vous pouvez avoir un impact énorme si vous êtes Elon Musk ou Alexandre le Grand. Même là, c'est pas à travers vos enfants ou Achille, hein, c'est pas à travers vos enfants que vous allez survivre. C'est à travers vos exploits, vos réalisations, etc. Bon, d'accord, 0,1% de l'humanité a ça. Et pour les 99,99% autres, vous allez continuer à modifier le monde ou laisser une trace à travers les enfants qui viendront avec vous. Donc, si ça vous pose pas de problème après moi le déluge, voilà, vous fermez le cercueil et derrière il n'y a plus rien, bon ben c'est comme ça. Mais si vous avez un peu foi en cette continuité puis que ça vous parle, c'est vrai que faire un enfant c'est merveilleux là-dessus. Enfin merveilleux. En tout cas, voilà, ça confine à cet aspect. On continue. Troisième avantage ou élément important, c'est le défi personnel et la responsabilisation d'avoir un enfant. Euh, Disons que les hommes, les femmes, hein, on a naturellement une pente à se déstructurer, manger sucré, salé, gras, etc., faire moins d'efforts, euh, on va dire partir en burn, je sais pas si l'expression vous parle, bref. Il y a cette dimension à faire de la merde quand on est seul et qu'on n'a pas de but dans la vie à long terme. Alors certains arriveront même sans enfant à s'en fabriquer un. La carrière, un projet entrepreneurial, le sport, voilà, c'est pas mal de choses.
Mais on va dire qu'il y a une partie de la population qui peut se découvrir ou qui peut s'affirmer dans cette responsabilisation d'avoir un enfant. Le fait d'avoir des horaires à respecter, le fait euh, en plus du travail, le fait d'avoir une cible sur la quantité et la qualité des informations que vous voulez lui transmettre, l'éducation que vous voulez lui donner, ben, ça peut euh, donner un but, une raison de se lever à des gens qui en ont pas forcément et qui peuvent voilà, avoir cette fatigue de la monotonie. Donc voilà, moi je le vis de temps en temps. Je me dis, bah, mon travail, c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus quelque chose qui change le monde. Le couple avec ma femme, c'est cool, mais enfin, c'est chouette qu'il y ait quelque chose qui en découle, justement. Ben, le fait d'avoir un bébé me donne un but où je me dis, bah voilà, maintenant je vis pour apporter du confort et de la sympathie, etc. à cet être qui est né grâce à moi ou à cause de moi. Donc voilà. Ça me fait penser aussi au film Lucie, qui a fait pleurer Durandal, bien sûr. Vous l'avez peut-être vu en 2014. Dedans, ils répondent pas trop à une question, mais ils se disent que fait l'humanité en gros depuis qu'elle existe, et elle amasse des informations et les transmet à la prochaine génération. Et toi, Lucie, qui a 100% de ton cerveau, hein, bref, ils partent dans cette hypothèse, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu t'attends à ce qu'ils disent, ok, il y a ce paradigme-là depuis le début de l'humanité où ils transmettent les informations, mais Lucie, qui a 100%, va faire autre chose, en fait. Elle a assez d'informations pour faire autre chose. Et en fait, non, le mec lui dit, eh ben, du coup, mets toutes ces informations sur une clé USB et donne-les à la suite. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont regardé le film et qui ont dû être comme moi et qui ont se dit, ah merde, mais moi je croyais que comme elle était super intelligente, du coup, elle va briser le cercle et faire autre chose. Ben non. Et mais, mine de rien, voilà, c'est. Tu perpétues cette lignée de transmission des informations et de ton, je sais pas, habitus, enfin, voilà, à ta lignée. Allez, on passe à la suite. Ouais. Un autre avantage d'avoir un enfant, c'est la structure que ça t'apporte. Vu qu'ils ont des impératifs très forts au niveau du sommeil et au fait que bah, ils sont beaucoup plus petits et que bah, il faut bien les distraire, etc. Euh, Si tu es quelqu'un de très sédentaire et de très désorganisé, mathématiquement, le fait d'avoir un bébé qui va te réveiller la nuit, donc empiéter sur ton sommeil, le fait d'avoir un bébé qui va peut-être retourner en intérieur, que tu vas devoir aller sortir balader, et puis aussi parce que tu es motivé intrinsèquement pour lui faire respirer l'air des forêts, etc. Et aussi bah, le fait qu'il soit très souvent par terre, que tu doives changer les couches, etc., va faire que, typiquement, le fait d'aller par terre pour lui changer les couches, discuter avec lui, fait que tu t'assois et tu te lèves, t'assois, tu te lèves, tu passes du temps en position assis, ce qui est bon pour ta souplesse en général, pour ta mobilité du dos. Donc c'est une espèce d'avantage par répercussion. Moi, je trouve que sur le sommeil, alors ça viendra après comme inconvénient, hein, bien sûr, mais le bébé, bien sûr, bah, c'est une contrainte, mais c'est grâce aux contraintes hein, qu'on évolue, c'est grâce aux contraintes qu'on a développé notre cognition voilà, et qu'on a sévi aujourd'hui. Donc c'est grâce aux contraintes que le bébé te met sur le sommeil que tu vas te créer une espèce de dette de sommeil. Il y a aussi cette contrainte où le bébé, nous en tout cas, il faut l'endormir le soir vers 21h. Donc c'est un temps assez long, quoique maintenant on peut la laisser toute seule et elle s'endort, mais moi je continue à m'endormir avec elle parce que ça te fait un temps sans écran, où tu es avec quelqu'un que t'aimes, ton bébé, c'est un moment privilégié, elle peut jouer, elle peut dire des bêtises, enfin, dans sa petite langue, etc. C'est génial. Tu prends 30-40 minutes de ce temps pour. C'est pas de la méditation, mais au moins c'est un temps sans écran. Et ça te permet bah, de. Je sais pas, de baisser ton cortisol ou autre, mais en tout cas, de bien te calmer. Encore une fois, d'être loin des écrans. Et si tu prends pour toi et que tu t'instreins à une discipline que j'arrive plus trop à tenir en ce moment, mais que j'ai tenu pendant 2 mois avant, tu peux t'endormir direct après avec ton bébé. Du coup, tu t'endors vers 22h
et t'accumules un stock de sommeil incroyable qui fait que même si le bébé te réveille, il n'y aura pas de souci, ça rentre dans ta nuit de 8h30, 9h. Tu seras en forme, tu peux te lever plus tôt pour faire du sport, tu as plus d'énergie le matin pour réfléchir à tes projets, même tout au long de la journée pour mettre en place ce que tu veux mettre en place. Et donc, ce bébé apporte via son rythme régulier et le fait qu'il te perturbe tes nuits, cette contrainte-là peut te permettre d'être plus structuré. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a permis et je trouve que c'est quelque chose qui est très peu dit. En même temps, peut-être que vous allez me dire, il y a des gens qui arrivent à se coucher, etc., à des heures précises et à se réveiller sans bébé. C'est vrai, même moi, à une époque, c'était le cas. Mais disons que c'est un accélérateur. Comme c'est une contrainte que tu peux pas biaiser, et ben, si tu t'y adaptes, après, tu peux ne pas t'y adapter, tu peux y aller contre, et effectivement, là, tu souffriras. Mais si tu t'y adaptes, tu peux en retirer des choses positives. Voilà, je répète encore, hein, cette vie avec le bébé te permet aussi d'avoir une occasion chaque jour de faire une balade, donc de marcher si tu es particulièrement sédentaire. Ensuite, un bébé, avec la joie que ça apporte, et cette responsabilisation et ce piment dans la vie, c'est aussi super utile au niveau de la famille. Puisque, bon, c'est pas un secret, il y a des couples parfois qui essayent d'avoir des enfants, qui en ont pas, qui vont se séparer, parce que ouais, y a plus tellement de choses à se dire, etc. Alors là, ce que je dis, c'est un peu à double tranchant, mais le fait d'avoir un bébé va cimenter le couple autour d'un objectif commun, et ça va aussi créer des discussions communes. Oui, effectivement, si le parent était avec un enfant au parc et qu'il n'y a pas l'autre parent, ça fera un sujet de discussion. euh, En plus de ceux que tu as dans un couple normal, là, tu as plein de choses qui sont générées par ce bébé. Donc voilà, discussion commune et but commun, c'est utile pour le couple. Après, bien sûr, si vraiment le couple arrive pas à dépasser ses inimitiés, ou voilà, bon, il va divorcer et du coup ça devient un inconvénient d'avoir une garde alternée, etc. Bon, mais là, on prend, on va dire, l'avantage sans le désavantage. Le deuxième avantage sur cet aspect famille, bien sûr, c'est les grands-parents qui vont être super contents d'en avoir, les tantes qui vont avoir un neveu, les cousins aussi qui ont, voilà, ces partenaires familiaux. Donc, bon, je sais pas si c'est une évidence, mais je le dis quand même, vous n'apportez pas que de la joie à vous et au monde de manière globale, vous en apportez aussi à vos grands-parents. À une époque, bien sûr, c'était très verbal. Les grands-parents, les arrière-grands-parents le disaient, mettaient une pression de dingue surtout sur les femmes, quand est-ce que tu nous fais un enfant, etc. Ça se fait encore un peu aujourd'hui, mais de moins en moins, surtout les grands-parents qui sont un peu de la génération des boomers, qui ont eux-mêmes fait peu d'enfants, voilà, qui sont aujourd'hui grands-parents, vont moins se mettre cette pression. Euh, Ouais, c'est un grand changement, même entre les pays, on va dire, du tiers-monde ou moins développés, et les pays développés où il n'y a plus du tout cette pression. Et moi, je trouve du coup que ça fait plusieurs fois que j'ai cette discussion avec des gens où, voilà, ça va être des collègues ou des amis, je discute et je mets un peu cette pression nataliste et pas, alors, parfois de manière un peu lourde. Mais quand j'en discute après avec les gens, ils disent c'est vrai que on n'a pas cette pression, on n'a pas ce point de vue. On l'a quasiment plus, et c'est vrai que tu vois, si ça a été dit chaque jour, à chaque fois que tu as des grands-parents, etc., c'est saoulant. Mais si ça y est plus du tout, cette pression-là, tu as moins cette idée de faire un bébé. Et moi, ça m'est arrivé. Et c'est pour ça que j'en ai discuté avec un collègue plus jeune et je lui ai dit, je te fais ce retour d'expérience. Avec ma femme, on aurait pu avoir un bébé il y a 2 ans. Mais comme on n'avait pas de pression là-dessus, et que nous, c'était quelque chose qu'on savait qui allait arriver, mais qu'on n'avait pas non plus mis à l'ordre du jour, le fait d'avoir des gens qui nous auraient peut-être dit alors quand est-ce que vous faites des bébés, etc., ça nous aurait remis ce sujet au centre des priorités, et on aurait peut-être été plus actif sur le sujet, et le bébé serait sûrement arrivé plus tôt. Et pour moi, c'est un peu un regret. Je me dis, mais pourquoi il y a eu ces 2 ans sans bébé alors qu'on avait les conditions matérielles pour l'accueillir sans souci. C'est aussi, moi et ma femme et moi, on veut plusieurs enfants. Le fait d'avoir perdu 2 ans sur toute la fertilité
Euh, voilà, ben, bref, le fait d'avoir perdu 2 ans fait que potentiellement on n'en aura pas autant qu'on voudrait. Et cette envie et cette structuration du projet enfant, elle est venue un peu tard chez nous. Trop tard vraiment qu'on s'y mette sérieusement, et je pense que s'il y avait eu plus de pression autour de ça, eh ben, on s'y serait peut-être pris avant, alors que pendant 2 ans on n'y pensait pas trop, on a rien déclenché, peut-être qu'on se faisait un peu trop une montagne de la chose, alors qu'on aurait pu. Donc voilà, ça c'est un peu un conseil aussi que je peux donner. C'est si vous avez eu des enfants et que vous trouvez que vous auriez pu les avoir plus jeunes, alors pensez bien, hein, prenez tout en compte, bah, n'hésitez pas à aborder ce sujet avec votre entourage. Et enfin, le dernier argument pour les enfants qui est souvent cité bah, dans les médias, ou même la dernière fois je parlais avec un chauffeur de taxi, c'est la première chose qu'il m'a dite, c'est bien sûr les conditions matérielles à long terme. Le fait que quand vous êtes vieux, bah, c'est cool d'avoir un enfant qui vient passer vous voir chez vous, ou à l'hôpital ou à l'EHPAD ou que sais-je où vous êtes quand vous serez âgé. Bon, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, bien sûr, les fameuses retraites. Vu qu'on est dans un système à répartition, et d'ailleurs il y aura une vidéo sur, sur le sujet des retraites. Alors maintenant le sujet est battu en brèche, hein. Donc je vais rien apporter de nouveau. Mais j'ai loupé le coche là, à pas faire de vidéo en 2024, 2025, 2026. C'est pas grave. On fera quand même une vidéo sur les retraites. Bref, donc ces retraites sont payées par les nouveaux entrants. Ces nouveaux entrants étant soit c'est le top des enfants de la population locale, soit de l'immigration pour ben, voilà, hein, cotiser. Bon, vous connaissez, je vous fais pas tout le dessin. Et si vous le connaissez pas, ben, je vous expose peut-être la chose en 1 minute. Vraiment, ça va être très court. Euh, vous payez une partie de votre salaire pour payer la retraite actuelle des gens. Voilà, c'est tout. Et avant, les gens cotisaient, les boomers cotisaient pour ceux qui étaient à la retraite. Mais comme avant, il y avait très peu de vieux, eh bien, ils payaient très peu de leur salaire, c'est 5-6%. Voilà. Et nous, comme ils sont très nombreux, eh bien, on peut payer 25-30%. Sans compter, bien sûr, les dépenses médicales qui sont principalement affectées ces personnes âgées, qui représentent au final un poids financier considérable. Et donc voilà, il faudra vraiment faire cette vidéo. Voilà, bon après bien sûr il y a d'autres sujets qui viennent à côté de ça. C'est fini pour les avantages. J'espère avoir pas été trop long et vous avoir apporté des éléments sur lesquels vous n'étiez pas penché et l'avoir dit de manière claire. Je passe aux inconvénients et je vais aller vite puisqu'il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ça, mais je peux peut-être rebondir avec certaines particularités. Allez, les inconvénients. Ce que je mettrais en pire inconvénient, ce serait le sommeil. Et oui, hein, dès qu'on manque de sommeil, on est plus faible physiquement, on est plus irritable, on kiffe moins la vie. On a des cernes, d'ailleurs, je sais pas si j'en ai un peu. Bon voilà, je vous fais pas toute la litanie sur le sommeil. C'est très dur au début, je m'avance sur la partie de la naissance, mais je vous en parle maintenant. Au début, le bébé, il vit pas comme vous des cycles de 24 heures avec la nuit, la période d'éveil, etc. Dans ses premiers jours, ça disparaît assez vite, mais dans ses premiers jours et surtout les 3 premiers, il vit des journées non pas de 24 heures, mais de 4 heures. Si je dis pas de bêtises, c'est 3 heures réveillé et 1 heure endormi. Ouais, ça devait être à peu près comme ça, mais c'est à peu près l'idée. Ou peut-être l'inverse. Enfin bref. Mais c'est donc comme ça. Donc le bébé va se réveiller, va faire ses trucs, va se rendormir et va se réveiller. Et donc vous, si vous suivez un rythme de 24 heures avec cette belle nuit de 8 heures, ça n'a aucun sens parce que le bébé va être réveillé au moment où vous ferez votre nuit. Et puis après, quand enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut absolument s'adapter à ce rythme au début et essayer de faire se caler sur ce temps-là. Donc être réveillé quand il est réveillé, dormir quand il dort. Attendez, mais c'était pas plutôt 3 heures endormi et 1 heure réveillé? Bon, je sais plus, mais vous voyez, donc les premiers jours, c'est très important de rayer ça c'était un conseil, c'est vous prenez le mot nuit de votre dictionnaire et vous le rayez. Ce concept n'existe plus nuit. T'as des espèces de périodes de sieste à faire en boucle.
ça dure que 3 jours, mais il faut t'y faire. Parce que si tu essayes de faire tes nuits, tu vas très mal vivre la chose et tu vas accumuler du sommeil, tu feras de la merde avec ton bébé, tu lui mettras de l'eau froide, etc. On en parlera dans la partie naissance et premiers mois, mais voilà. Au début, c'est très très dur. Après, on va dire le premier mois, c'est un peu plus facile. Le bébé se réveille la nuit. Il y a ces périodes. Il n'y a plus ces cycles de 4 heures, hein. Assez rapidement, il va avoir un concept de journée. C'est juste que la nuit va durer plus longtemps pour lui. Et bien sûr qu'il va se réveiller souvent pour boire, pour faire ses besoins, etc. Donc, effectivement, il faut pouvoir absorber ces nuits où vous allez être réveillé 4 à 5 fois. Parfois, ça dure très longtemps voilà, ça peut durer jusqu'à 18 mois. En général, ça se calme après 8-9 mois. On dit que l'enfant fait ses nuits où il va se réveiller une ou deux fois pour boire au biberon ou pour une raison diverse. Mais en tout cas, voilà, les 2 premiers mois, vous allez avoir ce sommeil compliqué. Donc n'hésitez pas à essayer d'en accumuler le plus possible pendant les derniers mois de grossesse. Bah, c'est évident, mais faites-le parce que vous serez bien content d'avoir du stock dans lequel taper. Donc vraiment, supprimez Instagram, JVC, Google, etc. Enfin non, peut-être pas Google, mais voilà, mettez un filtre à lumière rouge et à partir du 6e mois, essayez au maximum de vous endormir tôt, de choper 8-9 heures de sommeil par jour pour avoir un petit stock dans lequel puiser parce que ça va partir vite. Si vous n'avez pas de stock, ça va être compliqué. Le fait que le bébé pleure, bien sûr, est irritant. C'est un son fait exprès pour te faire réagir. Et le bébé ne peut communiquer que ça. Donc il va beaucoup pleurer pour des raisons diverses. Tu multiplies la fatigue et le pleur. Je te fais pas de dessin, ça fait des situations un peu compliquées. Alors, on n'a jamais eu ça avec ma femme, mais il y a certains parents qui en peuvent plus, qui disent: oh là là, je dois aller à côté, dans la pièce d'à côté, occupe-toi s'il te plaît, je suis sur le point de craquer. Mais c'est un conseil qui est souvent donné quand on sent qu'on va craquer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire craquer? Ça veut dire que tu vas engueuler le pauvre petit bébé qui a 4 semaines. Bon, ça, c'est des tarés, c'est souvent les beaux-pères qui font ça. Donc, pas les pères de l'enfant, ils sont moins attachés émotionnellement. Et ces tarés, c'est donc le syndrome du bébé secoué. Comme ils supportent plus, ils vont secouer le bébé fort pour qu'il arrête de pleurer, mais c'est incompréhensible. Et le bébé va développer, comme dans un match de boxe, sauf qu'il est très petit et qu'il est en plein développement cognitif. Son cerveau va taper contre ses parois et ça va faire des malformations. Parfois, il va arrêter, il va avoir des troubles respiratoires, il peut finir handicapé, il peut finir handicapé mental souvent. Donc, c'est le SBS, le syndrome du bébé secoué, et c'est souvent les beaux-pères qui sont auteurs de ce forfait. Donc, voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, premier conseil, changez votre façon de penser vos nuits. Pendant les 3 premiers jours, le mot nuit n'existe pas. Et après, il faut s'adapter, se coucher plus tôt, faire des siestes si vous en avez l'occasion. Voilà, le sommeil devient un vrai sujet. Ça doit devenir votre priorité numéro une. Je pense devant le sport, devant tout le reste. Euh, Moi, ce qui marche bien sur moi, c'est de me forcer à me lever tôt. C'est-à-dire que vous êtes en manque de sommeil, mais vous forcez à vous lever à 6 heures du mat, par exemple. Voilà. Ou quand votre bébé vous réveille à 5h30, vous vous forcez à vous réveiller avec lui pour faire le biberon. Et après, vous allez être debout, faire votre vie, peut-être marcher, etc. Et comme ça, le soir à 21h, 22h, vous allez pouvoir dormir. Et mine de rien, une nuit qui commence à 21h30, 22h, même si vous êtes réveillé entre, si pour le travail vous devez vous coucher à 7 heures, enfin vous devez vous réveiller pardon à 7 heures, et bien vous serez tellement fatigué, vous êtes réveillé à 5h30, une, deux fois, plus le sommeil accumulé de part et d'autre, que vous allez automatiquement vous endormir plus tôt et de manière non évidente, c'est quoi, paradoxal, voilà, vous allez adopter un meilleur rythme du sommeil qui va vous permettre de gagner du sommeil à long terme. Et c'est pour ça que régulièrement, je m'instreins à me réveiller très tôt, 2 ou 3 jours de suite. Ça me permet de me recalibrer sur ces nuits optimales, on va dire. C'était mon conseil, adaptez vos nuits. Deuxième conseil pour gérer les nuits, il y a la gestion du biberon. Soit vous faites le galérien comme moi et ma femme et moi. Au début, on a eu le bébé, c'est-à-dire le pot de lait, 1, 2, 3 cuillères, tac tac tac, vous mélangez, vous mettez dans le gosier. Voilà, c'est kiffant. Donc, soit vous faites ça, soit vous adoptez un truc, on va dire, semi-automatique, c'est-à-dire ça va être des espèces de gobelets en plastique fermés
ou vous pouvez compartimenter votre lait en poudre, et du coup, il y a une ouverture, et vous glissez l'ouverture, vous la videz dans le lait, et comme ça, il n'y a pas besoin de mettre son cerveau en réveil, de faire les scoops et de donner au bébé. Il y a juste besoin d'ouvrir, de pas compter, juste de verser comme ça, de fermer et de donner au bébé. Ça permet de gagner du temps et de plus facilement se rendormir. Vous n'avez pas eu cette étape où il faut... Parce que le fait de compter les scoops, les cuillerées, pardon, va vous réveiller un peu plus que le fait de faire quelque chose de machinal. Et après, ce qui est encore mieux, c'est ce qu'on a acheté, une machine à biberon. Donc, comme une machine à café, plip, t'appuies sur le bouton, ça crache le biberon qui en plus est chauffé. Nous, notre bébé au début buvait pas chauffé et après assez rapidement elle en avait besoin, sinon elle digérait moins bien. Donc le fait qu'il soit chauffé directement, elle le boit avec plus de plaisir, ou en tout cas avec moins de difficultés. Et voilà, bon, c'est 240 € je crois, très bien dépensé parce que c'est du sommeil derrière que vous achetez avec cette machine, de l'efficacité la nuit, moins de temps de cerveau à allouer à ça la nuit, vous endormez plus vite. Voilà, mes deux conseils. Repensez votre nuit, structurez votre journée autour de ça et essayez d'optimiser un peu cette routine des biberons la nuit pour mieux dormir. Allez, donc deuxième inconvénient, il venait plus bas dans la liste, mais vu qu'on en a parlé, les pleurs, hein. Un bébé c'est binaire en fait. 0, 1, jusqu'à un certain âge. On va dire jusqu'à quel âge? Jusqu'à 3 mois. Jusqu'à 3 mois, les bébés c'est des êtres binaires, tu dois le considérer comme ça. 0, qu'il soit content ou qu'il ne se passe rien, et bien l'encéphalogramme est plat. Très bien. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller à droite, à gauche. Et un, dès qu'il a un besoin ou une contrariété, hein, froid, chaud, pipi, etc., soi-disant qu'on peut, avec de l'expérience, différencier les pleurs. Il y a plein de parents qui disent ah oui, moi je savais quand il pleurait pour manger ou pleurait parce qu'il avait froid, etc. Et bien sans déconner, moi j'ai jamais chopé le coup de main. Donc euh, peut-être ouais, vers la fin du deuxième mois, j'avais plus l'impression que c'était l'un ou l'autre, mais honnêtement, une fois sur deux, je me trompais. Donc c'était voilà, cet instinct-là n'était pas hyper aguerri chez moi. Mais en tout cas, voilà, le bébé ne peut s'exprimer qu'en pleurant, il ne peut pas vous parler, il ne peut pas vous faire des signes de main, etc. Il n'y a aucune communication possible à part le fait de pleurer. Donc effectivement, il pleure beaucoup et c'est quelque chose d'un peu éprouvant. Nous, on a eu cette période entre 8 et 12 mois qu'ont beaucoup de bébés. Et ça, c'est quelque chose qui est pas trop dit, je crois. Ah si, si, bah oui, les coliques. Beaucoup de gens parlent des coliques des bébés. Et c'est de ça dont je vous parle. Cette période entre, donc quand le bébé, j'ai dit 8 à 12 mois, non, je veux dire 8 à 12 semaines, excusez-moi. Donc entre 2 mois et 3 mois. Ça va être, ah, mais moi en tout cas, c'était une des périodes les plus dures de ma vie. Le bébé, alors je sais plus trop ce qui se passe. Il y a des espèces de trous dans son intestin, il n'est pas encore formé à 100%, il y a de l'acide qui déborde, enfin j'en sais rien. Il y a un truc comme ça qui fait que c'est très très douloureux. Et apparemment c'est hyper douloureux ce truc-là. Si c'était appliqué à des adultes, on aurait très très mal. Et donc le pauvre bébé, quand il digère, traverse cette crise qui dure très longtemps. Et typiquement, nous, la position couchée fait que ça reflue et donc que ça lui fait très mal. Donc le bébé va pleurer très fort, déjà ça fend le cœur. Ensuite, ça vous réveille à 1h du mat, puis à 3h, puis à 5h, etc. Et ensuite, tu peux pas juste réveiller et le tapoter ou lui donner à boire et ça se calme. Non, non, tu dois être actif. Soit tu coupes la poire en deux et c'est pas très bien, c'est-à-dire que tu vas un peu te relever, tu vas prendre le bébé sur toi, mais il aura quand même un peu de reflux et il va pleurer. Et ça va prendre plus de temps. Soit tu prends tes responsabilités, que tu sois en manque de sommeil ou pas, et tu prends ton bébé. Et moi, c'est ce que j'ai fait là pendant toutes les semaines, entre la 8 et la 13e. Je passais 2 heures par nuit, sur des courtes nuits, à prendre mon bébé et à la mettre sur mon épaule et à la tapoter. Et effectivement, tu voyais que ses cris étaient bien atténués. Elle avait mal, mais elle avait beaucoup moins mal en la portant à la verticale. Et je vous dis ça, ouais, ouais, tu te couches à 22 heures. 23h30, ouais, voilà, tu fais ça, ça dure 20 minutes, hein, 20-30 minutes, hop, tu te recouches, une fois qu'elle a fini de pleurer, t'es soulagé, tu te rendors, et puis là, t'es réveillé à 1h30, tac, 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 tu reprends. Donc imaginez, hein, ça vous arrive 4-5 fois par nuit, et sur des grosses périodes, hein, 20-30 minutes. Alors c'est pas tous les bébés qui ont ça, et qui ont ça aussi grave, nous, notre fille, elle l'avait de manière assez costaud. Bon, parfois il y a des solutions hein, avec certains types de lait, etc. Nous, on n'est pas allé là-dessus, parce qu'il me semble qu'on est allé voir
pas un pédiatre mais un médecin qui nous a dit ouais ça relève pas d'une pathologie particulière ou d'un lait particulier, donc continuez, continuez à faire ça. Euh, ouais, bah, période difficile, ça, les 2 mois, c'est, je pense que c'est ce qu'il va y avoir de plus difficile. Donc bon courage, comme dit, accumuler du sommeil. Et mon conseil aussi là-dessus, c'est qu'on ne peut pas tricher avec le bébé. Euh, Quand vous avez un bébé que vous devez l'endormir le soir, vous devez être attentif. Moi, je l'ai fait un peu au début, cette erreur, et après, j'arrivais à être strict là-dessus. Vous devez être attentif, à être concentré sur le bébé. Si vous n'êtes pas concentré sur le bébé, que vous regardez votre téléphone en même temps, vous avez une tension musculaire qui est différente, qui n'est pas à la décontraction, qui donc ne va pas permettre à votre bébé de s'endormir. Vous allez peut-être envoyer un peu de lumière s'il a l'œil comme ça, qui peut le perturber, etc. Donc c'est quelque chose de difficile, mais il faut prendre le pli de se déconnecter quand on a le bébé, que ce soit la nuit ou quand on l'endort, etc. Il faut être à 100% dans ce qu'on fait. On peut penser à autre chose, mais il faut pas avoir de comment on dit, euh, d'outils pour nous distraire autre. Même écouter de la musique, parce qu'à un moment j'ai écouté et je me rendais compte, le bébé très sauté, etc. Donc il faut vraiment être dédié à son bébé, penser à lui, se projeter sur son futur, etc., à quoi elle pourra ressembler. Plein de choses comme ça. Et c'est du temps, c'est des heures, mais c'est des heures que vous ne retrouverez pas après, puisque bah, c'est un des grands désavantages, on va l'aborder maintenant, c'est le deuil permanent du fait d'être parent. Euh, et d'ailleurs, je ne comprends pas les gens qui ont qu'un seul enfant et qui ont réussi à ne pas en faire un deuxième. Parce que tu dis, punaise, tous ces trucs-là, je les reverrai, je ne les revivrai plus et je peux plus revivre une deuxième fois. Moi, alors que moi, toutes les étapes de ma fille, je me dis, mais c'est trop bien, j'ai envie de les revivre. Bah, les premiers mots, le fait qu'elle parle dans sa langue, c'est-à-dire, tu sais que dans quelques mois, ce sera terminé. Elle te communiquera avec des mots en français ou un peu en cambodgien, un peu en anglais. Enfin, bref. Mais ce sera terminé cette période où elle avait son propre langage. Bah, toutes ces choses-là, à chaque fois, tu dis putain, c'est terminé. Euh, Quand elle a encore 5 ans, 4 ans, 5 ans, elle est douce avec toi, elle te pose des questions. Quand elle te voit, elle veut te faire un câlin. Et puis à partir de l'adolescence, c'est fini. Bon, c'est le deuil permanent, voilà. Mais puis après, voilà, à 20 ans, elle part définitivement il ou elle part de la maison. Bon, ben, c'est terminé. Euh, et ce deuil permanent est dur à vivre quand on est dans les premiers mois. Parce que qu'est-ce qu'on se disait? Oui, avec ma femme, au moment, il y a eu toute une période où pour s'endormir, notre fille, elle devait être sur nous. Si on la mettait à côté dans le lit, ouais, ouais, elle couinait, et donc on était obligé de la prendre sur nous. Donc ça veut dire chaque soir, en plus des... Bah, il y avait cette période, je vous dis, où on était pendant 40 minutes avec elle, et fallait lui tapoter sur le dos, tu t'entendais qu'elle n'était pas trop réveillée, et puis même quand elle était réveillée, tant qu'elle n'était pas en sommeil profond, si tu la remettais dans le lit, et donc parfois ça m'a pris 1 heure et demie, hein. Et 2 fois j'ai demandé à ma femme de changer. La plupart du temps c'était moi qui la couchais. 2 fois au bout d'1 heure et demie, 1h40, j'ai dit vas-y s'il te plaît remplace-moi, elle n'arrive pas à dormir. Et c'est elle, du coup, qui la prenait et qui finissait pour l'endormir. Mais donc, à part ça, c'était toujours avec plaisir que je faisais ça. Mais comme dit, parfois, j'étais sur mon téléphone, donc ça rajoutait du temps dans l'endormissement. C'était nul. Euh, où est-ce que j'en étais? Donc, je vous dis, elle était obligée de s'endormir sur nous, une espèce de contrainte, mais au final, c'est un moment très chaleureux, très, très intime, d'avoir ce petit bébé. À la fois, tu le protèges et tu t'en occupes. Enfin bref, c'est super chouette. Et il y a des. Après, elle s'endormait, en fait, elle voulait plus être sur nous, elle voulait être sur le lit et puis faire babiller, etc. Et puis à un moment, elle s'endort. Et on se disait avec ma femme, oh là là, c'est terminé. Cette espèce de contrainte, parce que bon, t'es pas forcément là à voir quelque chose, que c'est quelque chose de positif, même si oui, si, mais bon, c'est quand même une contrainte. Ben, quand c'est terminé, tu le regrettes. Tu dis, mince, cette période-là où ma petite fille ne pouvait s'endormir qu'avec moi, c'est terminé. Et bon, là, je vous ai un exemple parmi mille, mais ce deuil permanent, c'est quelque chose, quand on est parent, d'un peu nostalgique, d'un peu triste. Allez, on continue avec bah, le temps et la liberté physique, hein, que le bébé t'enlève. Bon, j'ai pas besoin de... Et j'ai aucune anecdote là-dessus. Non, après, bon voilà, si vous êtes un profil un peu geek, on va dire un peu casanier comme moi, ben, vous en foutez, hein, vous partez pas trop en vacances, pour vous c'est pas un grand objectif de vie.
Mais même pour ceux qui partent en vacances, bon, à part les ultra trailers ou autres, il y a toujours moyen de se débrouiller avec un bébé. Je passe donc sur ça. Ensuite, les tensions de couple. Comme inconvénient. Oui, vu que le bébé est susceptible de se blesser ou que bah, il y a des choses à faire pour s'occuper de lui, il peut y avoir plein de manquements. Les femmes sont un peu plus strictes dans leur cerveau que les hommes là-dessus, au niveau de l'organisation, de la préparation des choses. Est-ce que tu es parti avec la poussette, avec un verre d'eau, etc., avec un biberon d'eau, etc. Ce genre de choses. Les hommes, on a tendance à être plus frivoles sur ce sujet. Et bah, du coup, c'est source de tension. Voilà. Il y a une expression qui dit être en couple, c'est régler à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Et ben, du coup, je fais l'extension de cette expression. Et être en couple et avoir un enfant, c'est avoir des discussions épineuses qu'on n'aurait pas eu si on était juste en couple. Vous voyez, c'est le pendant de l'avantage avant où je vous dis que ça vous donne un but et des discussions communes, mais c'est aussi une source de tension. Alors moi, je suis très comment dire, souple là-dessus. Pour moi, on peut faire des erreurs, etc. Mais on va dire que ma femme est plus dure sur cette gestion de la co-éducation. Et donc, voilà, ça peut être un peu tempétueux, on va dire, parfois là-dessus. Hein, c'est moi qui m'occupe de ma fille, parce que ma femme fait un truc à droite à gauche. Euh, voilà, je la regarde, mais je la laisse jouer. Et puis, pendant 2 secondes, elle va faire autre chose. Elle va prendre un pot et le jeter par terre. Bon, ben voilà, c'est ma faute. J'étais pas suffisamment proactif dans la surveillance du bébé. Et donc, tu dois la surveiller, etc. Donc, petit exemple. Donc on doit être très, encore une fois, ça rejoint le fait qu'on doit être bien concentré, etc. Bon, après, il y a les cas extrêmes où le père oublie l'enfant, soit d'aller le chercher à la maternelle, soit l'oublie dans la voiture et il meurt déshydraté. C'est arrivé, bon, c'est arrivé avec une femme aussi récemment, mais bon, ça arrive aussi des pères. On est là, on switch, enfin, on pense à autre chose. On oublie complètement le bébé, nos responsabilités, et ça arrive fréquemment, je dirais chaque année. Hein, il y a des pères qui oublient leur fils dans la voiture, leur fils ou leur fille, et ceux-ci meurent de. Voilà, ça arrive. Bon, c'est le cas extrême. Et enfin, les sous, l'aspect financier comme inconvénient d'avoir un bébé. Euh, Bon, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Oui, ça coûte de l'argent, mais pas tellement. Si tu as une famille, des amis qui ont eu des enfants il n'y a pas longtemps, des poussettes à te prêter ou à te donner à vendre à moindre coût, tu peux t'en sortir pour pas trop cher. Après, bien sûr, il y a toute la maintenance avec le lait infantile et les couches qui coûtent cher. Mais on va dire que si tu as un petit salaire, bon, si tu as un gros salaire, c'est pas trop un sujet. Tu te dis, bah, effectivement, c'est un foyer de dépenses comme un autre. Ça ne me met pas dans le rouge et ok, j'investirai peut-être un peu moins pendant ces quelques mois et je mettrai ça là-dessus. Et si tu as un petit salaire, bon, c'est compliqué de le payer, mais tu reçois une aide. Hein, si votre couple gagne, je crois, moins de 42 000 euros net par an, tu reçois entre 100 et 200 euros par mois. Alors 200 euros, c'est vraiment si vous gagnez pas beaucoup. Et bah, après, alors je pourrais faire un tableau Excel et vous faire un peu un récapitulatif des coûts et des recettes, hein, les recettes, c'est-à-dire un peu les gains du bébé. Il y a cette prime de à peu près 1000 euros qui est versée au septième mois de grossesse. Et il y a ces potentielles aides qui peuvent vous aider. Il y a le couple d'opportunités, bah, soit que la femme ou l'homme hein, ne travaille pas et garde le bébé, soit bah, qu'elle travaille, mais du coup qu'on paye la crèche. Et là, effectivement, même avec l'aide de 800 ou 1000 euros maximum, je crois que peut vous verser le gouvernement, ça reste un gros budget. Donc bon, il y a des hypothèses. Hein. Hypothèse 1, est-ce que c'est la mère qui garde? Hypothèse 2, est-ce que vous allez en crèche, etc. Donc ça peut vite représenter un gros budget. Mais bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus énorme. Disons que si bah, voilà, tu as une femme pour qui c'est important cette parentalité, l'éducation, et que elle veut aller vers ce mode de garde à domicile, donc garder l'enfant. Et si vous. Moi, bon, là, derrière moi, vous voyez, il y a des couches.
Régulièrement, tu peux les trouver à moins 70%, notamment à Carrefour. Donc ça fait à peu près 10 centimes la couche. Bon, un bébé, tu vois, ça en utilise 8, 6 à 8 par jour. Bon, et là, c'est les grandes, hein, c'est les grandes tailles. Après, plus petit, ça te revient pour encore moins cher. Bon, ben voilà, t'en as effectivement pour 1 euro de couche. Bon, là, c'est si t'as optimisé le flux, hein. Si tu les achètes plein de pots, tu vas douiller, mais tu peux toujours te débrouiller. Ouais, bah, ça te revient 1 euro de couche par jour. Après, t'as le lait infantile. Alors, bon, ça grandit, ça change à chaque âge. Et puis, à partir d'un certain âge, si ton enfant a ses dents, tu peux lui donner de la nourriture un peu plus variée. Ça te coûte un peu moins cher. Bon, il y a aussi cette dépense. Mais vous voyez, au final, c'est pas non plus énorme. Après, voilà, c'est le mode de garde qui va surtout coûter. La poussette, en général, ça va faire, si vous avez des beaux-parents, enfin des parents, pardon, un peu qui sont pas sans dessous, ça va être le cadeau. Donc vous aurez pas dans la plupart des cas à la payer. Et puis au pire, si vous devez la payer, il y a un grand marché de l'occasion, bien sûr, hein. Les enfants, les bébés, c'est quelque chose, enfin, un marché où il y a beaucoup de reventes, de biens peu utilisés. Nous, on va beaucoup à la Croix-Rouge, à Emmaüs. T'achètes des vêtements quasi neufs à 1 euro. Oui, il y a beaucoup de vêtements d'hiver, vêtements d'été. Comme les enfants peuvent les porter que sur quelques mois et que parfois ils vont pas avoir l'occasion de les porter, tu peux racheter des vêtements qui ont à 1 euro qui sont comme neufs. Et aussi, si tu as une famille qui peut te prêter des vêtements ou te les donner, et puis toi tu donneras après aux cousins, c'est top. Et nous, on a eu un don important de vêtements par un abonné qui s'appelle Pangolin Malin, que vous connaissez peut-être par d'autres chaînes YouTube, qui m'a contacté et qui m'a dit, bah voilà, le bébé maintenant est trop grand et il y a plein de vêtements qui pourraient aller à ta fille. Donc est-ce que ça t'intéresse? Et nous, à cette époque, on n'avait pas encore l'astuce Croix-Rouge Emmaüs. On cherchait à droite, à gauche, sur Vinted. Enfin, c'était vraiment un casse-tête. Et le fait d'avoir eu cette aide, il nous avait donné 2 cartons pleins, mais ça nous a fait gagner tellement de temps et pas beaucoup de sous, parce que comme dit, si tu cherches un Vinted à droite à gauche, c'est pas cher, mais tellement de temps que c'était super. Donc on lui est très redevable. Et après, je me suis interrogé, je me dis putain, mais c'est énorme. J'ai eu pas mal de cousins qui ont eu des enfants en bas âge et qui ont maintenant leurs enfants en 2 3 ans, et il n'y en a pas un qui m'a parlé de ce sujet ou qui m'a proposé de me prêter des vêtements. Après, j'ai pas envoyé de faire part aussi pour la naissance, donc peut-être que ça fait partie du process. Donc il y a eu ça. Mais après coup, comment dire, j'avais cet angle mort, moi, il y a des gens qui ont eu des enfants qui ont plein de cartons et ça pourrait les en débarrasser. Et je pense, avec ma chaîne YouTube, si elle est de nouveau active, hein, c'est l'objectif, créer une espèce de communauté autour de ça ou bah, des gens qui auraient été comme moi, sans, on va dire, sans famille proactive sur le sujet, et ben tu peux avoir des gens qui peuvent te prêter. Donc j'imagine que ça doit exister, hein. Moi, je vois la communauté cambodgienne où plein de communautés font des trucs comme ça, mais les Français blancs de souche, on n'a pas trop cette communautarisation-là. On a quitté nos villages, on s'est éparpillé, nos familles parfois communiquent plus trop entre elles, etc. Et donc, si je peux créer ça, tout comme j'ai créé ce rendez-vous régulier de boxeurs, si je peux créer une espèce de dynamique qui est bien entretenue et qui aide à la natalité, à la confiance, à l'organisation d'événements avec les autres enfants, etc., ce sera une deuxième belle trace que j'aurai laissée en plus de mon enfant voilà, dans la vie. Écoutez, c'était mes sujets inconvénients. Et on est à 1 heure. Je pense qu'on tiendra les 1 heure et demie, hein, parce que maintenant on attaque la troisième partie qui est la grossesse. Grossesse 9 mois, 9 mois, 3 trimestres. Et on va donc décomposer cette grossesse en 3 trimestres. Et avant ça, d'ailleurs, la petite partie introductive. Euh, Comment ça s'appelle quand on se protège, quand on veut pas avoir un enfant? C'est pas de la préconception. On appelle ça comment? La il y a préservatif, mais je me souviens plus du terme. Ah, bon, j'ai perdu le mot. Vous voyez? Contraception, voilà, vous l'aviez, j'imagine, vous gueulez, espèce d'ahuri, c'est contraception, voilà, contraception. Donc la contraception.
Je vous fais un retour d'expérience, hein, c'est pas prescriptif. Mais vous saviez qu'il y en avait quelques-uns qui s'étaient moqués de moi à une époque parce que ben, à l'époque on cherchait pas forcément, on cherchait pas à avoir d'enfants. Mais j'avais dit, c'est vrai que nous on n'utilise pas de moyens de contraception. On se retire, hein, on le fait à l'ancienne. Et pour l'instant, ça marche. Et vous, vous aviez été nombreux, enfin nombreux, il y en avait quelques-uns dans les commentaires qui disaient l'œil, si ça fait quelques années que vous avez des rapports fréquents, et même pendant ces périodes fécondes, et que même entre tirants, il n'y a rien eu, t'es sans doute, comment dire, stérile, ou il y a un sujet, etc. Et bon, l'idée avait pas fait son chemin chez moi, mais je me dis, tiens, oui, ça peut être vrai, parce que, bon, je rentre pas dans les détails, mais je rentre pas dans les détails, mais je me dis possible. Tout en sachant que le retrait est très, très contrôlé. Mais tu te dis, effectivement, il peut y avoir un peu à droite, à gauche, hein, de ce qui date du jour précédent, etc. Et donc, c'est possible. Et au moment de la conception, écoutez, tout comme, vous savez comment j'ai rencontré ma femme, moi, au Cambodge, je me suis dit, bon, vas-y, je suis là, je suis dans ma prime jeunesse, je vais un peu essayer de séduire des femmes à droite à gauche. Donc, j'ai séduit, enfin, plutôt, je suis allé euh, accoster cette première femme très belle et souriante qui avait à l'Amazon Café. Et il s'avère qu'on a parlé après 4 heures et que c'était en janvier 2018 et que cette première fille que j'ai rencontrée avec laquelle j'ai discuté est aujourd'hui la mère de ma fille. Voilà, donc ça a duré, bah, pour l'instant ça dure depuis 8 ans. Et donc bah, on a eu la même chose en fait avec le bébé. C'est-à-dire qu'on dit bon, fenêtre d'ovulation tel jour, bah, on fait ce jour-là, ce jour avant, ce jour après, voilà. En- Vous comprenez la chose. Et ben, un mois plus tard, test de grossesse, c'est bon. Et ben voilà, c'est plié. Alors ça veut pas dire que l'affaire grossesse est finie, hein, parce qu'il y a tout un chapitre là. Mais la conception, en tout cas, pour les médisants qui disaient que comme, je crois que c'est Papacito qui tire à blanc. Eh ben non, messieurs, je suis vigoureux. Comme on le dirait dans Game of Thrones, la graine est vigoureuse. Et voilà, donc ça n'a pas été difficile. Donc très chouette. Parce qu'en plus, moi, j'ai plein d'hommes dans ma famille. Le problème vient plutôt des hommes qui ont des problèmes de fertilité. Ça leur prend du temps. Ils doivent faire des trucs avec des éprouvettes, remboursés par la sécurité sociale, etc. Il y en a d'autres qui n'y arrivent même quasiment pas, carrément pas, même avec cette aide-là. Mais bien moi, et ma femme, nous avons été bien servis sur le sujet puisque le bébé est arrivé très vite. Premier mois de grossesse, donc enfin, pardon, premier trimestre. Le premier mois, ça se passe, c'est tranquille. Et à partir du premier mois, bah, c'est là où il y a des hormones qui vont bombarder. Donc, bah, qui dit hormones dit changement d'humeur de ta femme. Bon, bah, ça peut varier, hein. Il y en a avec lesquels ça se passe bien, il y en a où ça peut être un peu explosif. Moi, c'était plutôt cool, hein. Pas trop de sujets. Quelquefois, elle était très sensible, peut-être un peu plus irritée, mais elle est très sensible quand elle a ses règles. C'est vrai que parfois on se prend la tête. Et après, c'est elle, elle m'a déjà dit plusieurs fois, ah excuse-moi, c'est vrai que j'avais mes règles. Et moi, j'en avais pas conscience. Et donc, du coup, tu dis, punaise, elle est vachement dure là, alors que j'ai pas fait de trucs trop graves, etc. Et, euh, et bon, bah, il y a ce sujet des hormones qui peut faire que ta femme peut parler plus durement ou être plus irritée qu'habituellement en période de règles et en période de grossesse pendant les 8 ou 9 mois. Mais sinon, bah, à part ça, ouais, le premier trimestre, nous, il a été très compliqué. Pas à cause des hormones, comme je vous dis, mais à cause des vomissements, du fait voilà, qu'elle avait des nausées, que c'était pas hyper agréable pour elle. Donc, bah, bon courage si vous traversez ça. Écoutez, j'ai pas trop de conseils. Je vous le dis juste, voilà, c'est connu, hein, mais bon courage. Ça dure pas longtemps, hein, 2-3 mois. Le second trimestre est plus cool. Normalement, il va y avoir beaucoup moins de nausées. Et tu te dis, bah, c'est, comment ça s'appelle, paradoxal. Ma femme a un ventre énorme alors qu'avant elle l'avait pas. Et pourtant, quand elle avait le petit ventre, là, elle avait vachement mal. Et là, maintenant, elle a presque plus de symptômes. Ben, c'est comme ça, écoutez. Euh, cool. Il y a quand même des changements positifs, enfin positifs ou négatifs, disons des changements neutres. Nous, par exemple, bah, c'est que bah, le bébé est là, donc elle a faim, puis il doit y avoir les hormones qui jouent aussi. Et ma femme, elle n'a pas un appétit d'oiseau, elle mange bien, mais elle mange sain,
et elle mange peu. Elle a un contrôle sur son appétit qui est incroyable. Elle sait quand elle est rassasiée. Alors que moi, par exemple, moi, j'ai pas ça. Je suis comme un... Elle, c'est comme un chat. Elle mange à l'envie. Elle se contrôle bien. Même s'il reste de la nourriture, etc., elle va pas terminer. Elle a pas une espèce de folie avec la bouffe, alors que moi j'ai ça. Genre, j'ai une espèce de, je sais pas d'où ça vient, et c'est pas forcément dû à un trouble de comportement alimentaire que j'ai développé quand je faisais de la musculation. C'était avant, parce que je me souviens, plus jeune j'avais ça. Moi, j'ai pas ça. C'est comme un chien. On dit qu'un chien, tu lui donnes trop de bouffe, il peut tellement manger qu'il peut se retourner le bide. Mais moi, alors, c'est pas à ce niveau-là, mais j'ai pas de déclic. Je suis jamais rassasié. Quand je bois du coca zéro, je peux en boire 6 litres par jour. Enfin, voilà. Et quand je mange, pareil, bref, tout ça pour dire quoi? Ma femme, elle se contrôle beaucoup. Et là, quand on était au Cambodge, quand elle était enceinte vers 6 mois, elle a pris un. Enfin, on avait pris un taxi pour se déplacer d'une ville à l'autre. Pas un taxi, un petit bus, ouais, enfin un petit van plutôt. Et à un moment, on s'arrête sur une aire et il y avait des espèces de gâteaux, des bugnes. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est ce qu'il y a de pire nutritionnellement, je pense. C'est pire qu'un donut parce qu'un donut, à la limite, t'as beaucoup de farine, du sucre, mais on va dire que t'as toute une partie on va dire que t'as pas mal de farine, quoi. Alors que des bugnes, c'est farine, sucre, donc, comme une ravioli, vous voyez, c'est tout fin, et tu fous ça dans l'huile. Donc en fait, t'as tout t'as beaucoup plus d'huile grasse et pauvre que dans un donut. Donc je pense qu'il n'y a pas pire à part de l'huile à boire, mais ça n'existe pas. Donc je pense qu'il n'y a pas pire que des bugnes sur le plan nutritionnel. Il n'y a rien et c'est hyper riche en calories. Et ma femme a acheté un énorme paquet. Alors après, vu que c'est très aéré, ça croustille, etc., c'est pas lourd, c'est comme des chips. C'est pire que des chips. C'est pire parce qu'il y a plus de sucre et plus d'huile encore que des chips. Mais bon, vous voyez le truc. Et donc c'était un gros paquet, je sais pas, ça devait faire 500 grammes. Et nous, on avait peut-être 4 heures de voyage. Et puis là, elle l'a acheté au bout d'une heure, tu vois, à la première pause. Et pendant les 3 heures restantes, mais vraiment, j'aurais souvenir toute ma vie parce que ça n'existe pas en fait. Ma femme ne fait pas ça. Mais là, je vous jure, pendant les 3 heures restantes, elle a mangé le paquet entier de bugnes. Je sais pas si c'était 500 grammes, si c'était un peu plus. Et si c'était 500 grammes, on va dire que c'était 600 ou 700 calories au 100 grammes. Donc ça fait, ouais, ça peut taper les 3000 calories, quoi, et en non-stop. Vraiment, et elle mangeait comme ça, bon, voilà, à son rythme, hein, un petit oiseau, elle est pas comme moi à s'en prendre, à mâcher super vite, etc. Mais pendant les 3 heures, elle a mangé ça. Et c'était fou. Et tu dis, bon, ben voilà, il y a ces changements-là chez la femme enceinte. Et après, bah, quand elles allaitent, c'est encore autre chose, parce qu'effectivement, elles dépensent tellement d'énergie en fournissant le lait qu'elles doivent bien le combler. Mais là, c'est pareil avec le bébé, mais bon, voilà, il y a ces changements-là qui sont marrants. Donc ça, c'était le second trimestre. Le troisième trimestre, pas grand chose à dire, hein, pas de conseils, voilà, faites pas de sport avec le bébé quand vous êtes enceinte de 8 mois, etc. Je suis pas expert en la question, mais la chose que je voulais vous partager, c'était l'attente autour du bébé. Moi, j'en pouvais plus, je travaillais et j'en pouvais plus. Notre bébé est venu un mois avant sa date de terme normale. Et, et une semaine avant sa date de. Comment ça s'appelle? Césarienne. Voilà. Une semaine avant sa césarienne. Mais j'en pouvais plus. Et j'étais trop content qu'il arrive avant. Je sais pas si tous les parents, si tous les pères sont comme moi, mais j'avais absolument envie d'avoir cette nouvelle tête, de changer de vie, de l'accueillir, de passer du temps. Donc c'était une libération et chaque jour j'avais cette attente très forte. Et c'était génial quand il arrive. Pourquoi notre bébé est arrivé plus tôt que prévu et pourquoi est-ce qu'elle a eu une césarienne? Parce qu'en France, contrairement à d'autres pays, enfin quoique ça doit être possible, mais on ne fait pas normalement de césarienne de confort. Normalement, la césarienne, tu l'as pour une raison médicale. Alors que dans d'autres pays, tu vas payer plus ou moins cher pour l'avoir. En France, tu en as pas mal des césariennes et elles sont remboursées, mais normalement, que si tu as besoin. Après, j'imagine que dans les cliniques privées, c'est différent. Bref. Placenta Previa. Placenta, vous connaissez, c'est cette espèce d'interface là qui nourrit le bébé dans l'utérus. Previa, c'est un terme latin, ça doit avoir la même racine que premier ou autre, donc devant. Et bah, c'est le cas d'un placenta qui est normalement donc cette espèce de poche qui se balade dans l'abdomen et qui va être, bon, je sais pas où il est d'habitude, mais en tout cas, il n'est pas devant la porte de sortie du bébé. Et placenta previa, c'est quand il est partiellement ou complètement
en obstruction dans cette porte de sortie. Nous, il était parfaitement en obstruction, donc c'est-à-dire aucune sortie du bébé possible. Eussions-nous été dans Game of Thrones, comme dans l'épisode 1 ou 2 là, de House of the Dragons, ou au temps des rois, enfin bref, au Moyen-Âge, ou même il n'y a pas si longtemps, au XVIIIe siècle, j'imagine, ma femme était foutue. Fallait sans doute lui ouvrir l'utérus, la charcuter, trancher le placenta, sortir le bébé. Ça devait être ce genre d'opération. On dit soit vous acceptez que le bébé meurt, soit c'est vous qui mourrez. Typiquement dans House of the Dragon, c'est exactement ça. Bon, je sais pas si c'est un placenta prévia, est-ce que l'auteur a écrit ça, mais on était là-dessus. Donc merci la chirurgie, merci à tous ces grands cerveaux, qui sont souvent des connards, hein, les médecins, etc. Mais ils nous ont permis de développer ces techniques de césarienne. Ah bah attends, césarienne, ça vient de César. Oui, c'était pas déjà pratiqué au temps des Romains. Enfin bref. En tout cas, grâce à ça, on a pu ouvrir le bit de ma femme et l'enfant est sorti sans problème. Voilà, c'était mon petit retour. Il n'y a pas eu de complexité particulière avec ce placenta prévia, mis à part que, comme le bébé, à un moment, il se retourne et sa tête est dure et appuie sur ce placenta et que le placenta absorbe la pression euh, comme il est en bas au niveau de la vulve, ça fait du sang. Donc plusieurs fois, ma femme a eu des sorties de sang assez considérables et on est allé chez le médecin qui dit, bon, effectivement, il faut surveiller, il faut rapprocher la date de césarienne, etc. Jusqu'au jour où, une semaine avant la césarienne, elle s'est levée, là je l'entendais, parce que là ça lui faisait mal, elle avait perdu beaucoup de sang. Et attendez, je vais vous donner une donnée mesurée, vous allez voir, vous allez vous dire, oh punaise, c'était énorme. Donc déjà, énormément de sang perdu, oh punaise, faut aller à l'hôpital. Heureusement, mon père était pas encore parti au travail, on était chez mes parents à l'époque. Il avait sa voiture, mais 5 minutes plus tard, il est parti, et heureusement, il a pu nous emmener. Bon, sinon, c'est pas grave, on prend un Uber ou autre. Mais bon, c'est toujours mieux de gagner 10 minutes d'attendre ça. Bon, je suis toujours pas véhiculé. C'est vrai que ça peut être utile dans des occasions urgentes comme ça, mais c'est pas non plus indispensable. Donc bref, on a attendu, enfin on a pu partir avec lui à l'hôpital directement. Et là à l'hôpital, ils ont dit, alors quand ça a vraiment un problème, ils disent code rose. Dans l'hôpital où on était, donc code rouge peut-être dans d'autres hôpitaux, code rouge, t'as tout le monde qui sort. On en a vu parce qu'il y a eu un code rose justement quand on y était, donc là c'est vraiment tout le monde sur le pied de guerre. Tu prends les chirurgiens, les médecins, etc. Il faut opérer tout de suite, sinon il y a des gros problèmes. Bon, c'est rare quand même. Nous, c'était pas ça, c'était code orange. Donc code orange, ouf, on passe devant les autres. Il y a des médecins, il y a des mecs qui viennent, mais on met pas l'état d'alerte. Et effectivement, beaucoup de sang perdu. Et là, elle a retiré un truc énorme, c'était plus gros que ma paume de ma main. Un caillot de sang, elle a dit, un caillot de sang de 50 cm3. 50 cm3. Ou 50 cc, je crois. Elle a dit, bon, ce qui veut dire 50 cm3. Effectivement, le truc était énorme. Waouh, tout le sang qu'elle avait perdu et qui s'était coagulé, du coup. Alors, c'était peut-être pas un caillot. Hein. C'était un. Non, c'était un autre terme, je crois. Un. C'était peut-être caillot, mais pour moi, caillot, c'est dur. Alors que là, c'était un truc un peu mou, quoi. C'était du sang gélifié. Mais donc, ouais, ils ont retiré ça. Et puis après, l'anesthésie, tac, dans la colonne vertébrale. On ouvre le bébé sort. Et là, on est à la naissance. Nouveau chapitre, la naissance. Mon bébé qui est sorti, on avait les données, comment dire, estimées de la veille. C'est-à-dire que la veille, on était allé faire une radio. La radio avait dit, ok, t'as une telle taille du cubitus, telle taille du crâne, telle taille du truc. Le bébé fait à peu près 51 cm ou un truc comme ça. Tu multiplies par la coupe normale du poids, le bébé va faire 2,7 ou 2,8 kg. En gros, c'était ça. Le bébé est sorti à 3,5 kg. Il faisait 51 cm comme il l'avait prédit, mais il faisait 3,5 kg, donc il était plus épais que prévu, ma petite choupinette. Alors là, je vous montre une photo, pour ceux qui regardent l'écran. Je l'ai mis en fond d'écran, alors c'est pas la photo de la naissance, hein, c'est la photo, là, elle a déjà 9 bons mois. Mais voilà, c'est ma petite puce. C'est vrai que je ne vous l'ai pas encore montré depuis le début. On n'a pas encore pris la décision avec ma femme. Est-ce que on va faire un peu du contenu avec notre fille? Quelle modalité on utilisera pour lui cacher ses yeux ou autre? Ou est-ce on cache rien? Enfin, on n'a pas encore décidé, mais bon voilà, là vous avez vu un peu. Donc voilà, ma petite puce qui arrive,
3,5 kg. Toute violette au départ, hein, pendant les 15 premières minutes, je sais pas ce qui se passe. Bon, bref, il y a un truc où elle prend un peu des couleurs. Ouais, ouais, bien sûr, hein, elle queen beaucoup. Euh, T'es entouré par du matériel médical, elle le suspend par les bras pour voir si elle marche, pour voir si elle respire, etc. Bon, c'est extraordinaire. Pendant ce temps, ma femme est en train de se faire recoudre et le père, moi, suis tout seul avec le bébé pendant. Ça a duré longtemps, hein. Du coup, j'appelais un peu la famille à droite à gauche quand il y avait du temps calme pour annoncer la bonne nouvelle. Et bah, il y a cette période où tu es le bébé tout seul avec le père et c'est incroyable. T'as tout qui change, t'as des émotions très fortes. Tu vois cet être si fragile qui a du mal à respirer parce que nous, ah oui, je vous ai pas préparé la photo, mais ça j'aurais pu. Pendant ses premières heures, elle les a vécues avec de l'assistance respiratoire parce que je sais pas quel souci elle avait, mais bah, elle n'arrivait pas à respirer assez d'oxygène. Et donc au début, ils lui ont mis un truc dans le pif là, mais c'était pas suffisant et du coup bon ils l'ont pas si, alors je sais pas si c'est le terme intubé, pour moi intubé c'est quand tu mets un tuyau, etc. Mais là elle avait une espèce de gros dispositif où bah, il y avait de l'oxygène qui lui arrivait assez fort dans le nez et dans la bouche je crois, et ça a duré pas mal de temps et donc bah, toi t'es là à côté, tu vois ta fille qui a 4 ou 5 capteurs avec ce gros truc et elle qui fait des bruits un peu dystopiques on va dire. Et bah c'est une grosse charge émotionnelle, hein. C'est une grosse charge émotionnelle. Tu sais pas si ton bébé aura une malformation ou en tout cas tu te dis ça a pas l'air facile pour elle et t'es tout seul. Bon, je sais pas si ça changerait quelque chose d'être avec quelqu'un, mais ouais, c'était des moments très émotifs. Je sais pas si c'est le terme, très émotionnel, mais des moments avec beaucoup d'émotions que je souhaite à tout père de vivre. À tout, bon après c'est pas tous les accouchements qui se passent comme ça, donc peut-être que vous ne serez pas forcément tout seul, peut-être que voilà, ça votre femme aussi et ça, ce sera aussi sympa, mais voilà, c'était une expérience que je voulais vous raconter, c'était génial. On en était donc à la naissance. Je vous ai déjà parlé du sommeil, je vous en reparle pas. Ce cycle, faut plus considérer ça comme des jours ni comme des nuits, il faut considérer ça comme des cycles pendant les 3 premiers jours. Vous voyez, bah, c'est bien si le papa peut dormir avec la mère à l'hôpital, hein. En général, vous pouvez le faire. Prenez une chambre individuelle, même si c'est payant. En général, si vous bossez, vous avez une mutuelle et bah, ce sera pris en charge par la mutuelle. Sinon, bah, c'est 60-70 € par jour bien dépensé. La première nuit, je sais pas, j'ai fait le PNJ. En fait, je voyais les gens mettre leur bébé nouveau-né dans une espèce de berceau. Et puis après, ils le mettaient là-dedans. Donc, par mimétisme, j'ai mis le bébé là-dedans. Et puis, je sais pas, on s'est dit, bah, elle va dormir là-dedans. Et donc, sur cette première période où ma fille dormait, ma femme était en PLS dans le lit et moi j'étais dans le lit dépliable. Euh, on dormait les trois séparés et on entend notre fille. Et au bout de, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes, elle le faisait tout le temps. Ma femme a dit, mais elle a peut-être froid. Elle l'a pris avec elle. Et là, avec la chaleur, avec la proximité, ma fille a arrêté de faire ce bruit. Mais alors, peut-être plus que 10 minutes, hein, peut-être, parce que pour moi, c'était assez long. Et je me suis dit, putain, mais je suis un débile mental. Euh, j'ai pas pris ce signal en compte. Genre, je l'entendais et je me dis pas, ah, il faut le prendre avec, il faut la prendre avec nous, elle est en train de souffrir ou autre. Genre, pour moi, c'était un peu normal, tu vois, c'était, je sais pas. Et puis, oui, c'est comme ça, les bébés dorment à côté. Et donc, le fait qu'elle aille avec ma femme, elle avait chaud et là, elle était, ben, elle faisait plus cette petite plainte. Et ben voilà, c'était quelque chose aussi. Voilà, ce serait une espèce de conseil. Après, je sais pas si les gens seront débiles comme ça, comme moi. Et peut-être qu'il y a des gens qui entendent leur enfant se plaindre et le laissent tourner en boucle. Mais peut-être que la mère ont un instinct maternel un minimum développé et viennent prendre le bébé. J'imagine. Mais donc voilà, ce serait un conseil, hein. Je sais pas s'il est pertinent. Mais moi, en tout cas, j'aurais pu passer à côté de ça et me dire, ah bah oui, les autres parents ont le bébé qui dort à côté, il faut que le bébé dorme à côté. Non. Bébé dort avec sa mère, elle est beaucoup mieux comme ça. C'est peut-être évident pour des gens. Voilà. Le bébé, bien sûr, est très sensible à l'eau et au froid. Enfin, à l'eau, au froid tout court, à la fin. Donc voilà, faut être attentif. Euh, et je vous partage une bonne astuce. Parce que quand au début le bébé euh, va déféquer, vous n'avez pas forcément déjà le bon réflexe avec les lingettes, la technique pour passer, etc., de manière efficace. Vous allez peut-être faire comme moi, parce que à l'hôpital où on était, ils nous donnaient
de la, du coton à humidifier avec de l'eau froide et après à passer sur le bébé. Et donc, en fait, si t'as pas la technique comme moi, il te le montre au début, tu mets l'eau, mais t'essores pas à fond, du coup tu gardes de l'eau. Tu passes ça sur le bébé, mais du coup tu l'asperges avec de l'eau froide. Et le bébé, mais elle a crié, la pauvre. Et quand ma femme le faisait, elle criait pas, mais ma femme avait pas l'énergie de m'expliquer. Moi, j'avais pas l'intelligence de comprendre qu'il fallait bien essorer, etc. Et donc quand elle le faisait, le bébé pleurait un peu, mais se calmait tout de suite. Et moi, ça pleurait, ça pleurait. Et c'était un pleur très particulier, je m'en souviens. Donc, et ça durait longtemps, et ça me stressait, et ça me faisait mal pour elle. Et voilà, et puis au bout d'un moment, ma femme a dit, ah, tu dois essuyer, et tu dois essorer l'eau, tu dois aller rapidement, etc. Tu dois tamponner. Donc après, voilà, je l'ai bien fait. Donc voilà, mon conseil, rodez-vous sur cet exercice, et même mieux, achetez directement des lingettes. Vous n'avez pas besoin de les humidifier, elles ne seront pas trop humidifiées. Et puis vous en achèterez tout le reste du temps où vous aurez votre bébé. Donc voilà, c'est pas cher, c'est bien efficace, et c'est chouette. Et ça sent. Bon, quoi, l'odeur, bon, l'odeur n'est pas un sujet, je trouve. Avec les bébés, pas trop. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Écoutez, je dois peut-être vous laisser, non pas parce que j'ai fini la vidéo, mais parce que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Donc je pense que je ferai une pause et que je reprendrai après.